Chilombo a présidé ce vendredi 22 mars 2024 la 130e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Et 4 enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De la situation carcérale et de la nécessité de parachever les engagements du gouvernement. La situation carcérale des détenus et des condamnés demeure une des préoccupations majeures du président de la République, conformément à son engagement à œuvrer en faveur de la restauration d'un état de droit dans notre pays, tout en notant les efforts consentis à travers les nouvelles orientations conçues pour assurer une bonne gestion des fonds destinés à l'alimentation des détenus et de redoubler d'efforts en accélérant la mise en œuvre de cet ambitieux programme qui constitue une réponse structurelle dans le même sens et afin de lutter contre la surpopulation carcérale alimentée par la présence d'un nombre plus élevé de détenus préventifs que de condamnés. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a été chargée de travailler activement avec les conseils supérieurs de la magistrature dans le sens de décourager les pratiques des arrestations intempestives par les magistrats du parquet, même pour des faits bénins, en plus du non-respect des délais dans l'instruction des dossiers par les cours et tribunaux, occasionnant le retard. Le principe de la liberté, le droit à un environnement carcéral sain et sécurisé, ainsi que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable sont des droits constitutionnellement garantis qui doivent être observés et s'imposer à tous. Un rapport précis de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sur la mise en œuvre de ces orientations est attendu au prochain Conseil de ministres afin que des décisions conséquentes soient prises. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence et la nécessité d'organiser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Depuis plus de 4 décennies, et en raison de l'absence des statistiques démographiques récentes, notre pays se retrouve dépourvu d'une base de données solide et fiable devant sous-tendre la planification de son développement socio-économique et la définition d'une politique de population. Face à cette situation, le président de la République tient à la réalisation du deuxième recensement général de la population de manière à permettre au gouvernement et à ses partenaires techniques et financiers d'intervenir plus efficacement en faveur de nos populations. En effet, à l'issue du recensement de la population et de l'habitat, notre pays sera en mesure de mettre en place les politiques socio-économiques et démographiques nécessaires pour la conduite des affaires nationales à moyen et long terme visant une répartition équitable de la richesse, des services publics et des postes représentatifs dans tout le pays. À cet effet, la ministre d'État, ministre du Plan, le ministre d'État, ministre du Budget, les ministres des Finances sous la coordination du Premier ministre ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation dès cette année des travaux de la cartographie mutualisée, gage du succès de toutes les opérations de collecte de données socio-économiques et démographiques en cours de préparation dans notre pays. Il s'agit des opérations telles que le recensement général de la population et de l'habitat, du recensement général de l'agriculture et l'identification de la population, entre autres. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la rationalisation des coûts de construction de nos infrastructures. Le président de la République reste déterminé à doter notre pays d'infrastructures modernes capables de soutenir son développement socio-économique. Cependant, leur construction impliquant des investissements colossaux, il revient aux différentes parties prenantes d'adopter une attitude responsable et empreinte de rationalité, sans pour autant occulter la qualité des ouvrages, particulièrement en cette période dominée par la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de notre territoire et les implications qu'elle génère. Face à cette réalité, l'une des façons de maîtriser nos dépenses en matière de construction d'infrastructures pourrait consister, par exemple,
Pour ce qui est des infrastructures routières, on a la construction systématique des galeries techniques tout le long des nouvelles routes à construire ou en cours de construction. Outre le fait qu'elles puissent servir à l'interconnexion des agglomérations de provinces, ces galeries attenantes aux routes peuvent abriter autant des fourreaux, des câbles à fibre optique pour des télécommunications, des pipelines pour l'acheminement des hydrocarbures et des câbles de distribution d'électricité, voire de tuyauterie pour la distribution d'eau. C'est en adoptant des solutions comme celle-ci que le coût de l'implémentation du reste du réseau de backbone national de la fibre optique, des pipelines et réseaux urbains de distribution de l'électricité et de l'eau pourront considérablement baisser. Ces mêmes dispositifs devront s'appliquer pour le réseau ferroviaire. Les ministres sectoriels concernés ont été instruits d'apprêter déjà les dossiers techniques de mise en œuvre de cette mesure pour toutes les infrastructures de transport en construction ou à construire. Le président de la République a insisté pour que cette mesure soit mise en application sans tarder et qu'elle concerne notamment toutes les routes nationales, y compris les routes prévues dans le grand projet de connecter, entre autres, tous les chefs-lieux de province du pays durant ces deuxièmes quinquennats. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé son intervention sur 2 points. En ce qui concerne la nécessité de la diversification de l'économie nationale d'abord, le Premier ministre a précisé que la dernière réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques du gouvernement, élargie aux ministres sectoriels concernés par cette question, a planché essentiellement sur la mise en œuvre des recommandations déjà adoptées par les conseils des ministres pour la cohérence des politiques sectorielles en la matière. L'option de la diversification économique demeure la condition sine qua non. En effet, pour parvenir à cette diversification contrôlée de notre économie, la stratégie du gouvernement consiste à regrouper les ministères en 3 secteurs, à savoir les secteurs porteurs de croissance, les secteurs d'appui à la croissance et les secteurs transversaux. La mise en cohérence des politiques sectorielles au regard des objectifs sectoriels en pôle homogène a pour finalité de faciliter l'analyse et de renforcer les synergies entre la sphère des productions, diversification horizontale, la création de valeur et le cadre institutionnel. À cet effet, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à s'approprier cette note ainsi que les recommandations y afférentes pour amorcer chacun dans son secteur la diversification contrôlée de l'économie nationale, la stabilité du cadre macroéconomique qui est fortement corrélée à la relance du système productif national et donc à la promotion des produits du label La République démocratique du Congo. Au sujet de la situation sécuritaire du pays, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement continue de suivre de près la situation sécuritaire à l'est du pays, avec notamment la poursuite des opérations pour préserver la vie de nos compatriotes et pour défendre l'intégrité du territoire. De même, il est préoccupé par les phénomènes des enlèvements qui sévissent dans les territoires de Ango, province du Basuélé, opérés par des milices ougandaises de LRA. Ces actes de terrorisme visent particulièrement les adolescents. Au regard de la gravité de faits, il a demandé au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions utiles pour traquer les auteurs de ces actes en vue de la libération des otages et de l'éradication de ces phénomènes qui perturbent non seulement la vie des paisibles citoyens, mais aussi et surtout les bons déroulements de la scolarité des enfants de la contrée. Le gouvernement rappelle à tous les auteurs de ces actes ignobles commis depuis des décennies sur nos paisibles populations, particulièrement sur les femmes et les enfants, qu'avec la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, il n'hésitera pas un seul instant d'appliquer celle-ci en cas de condamnation définitive par les cours et tribunaux. Au 2e chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point de l'état et de l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme et a été notamment marqué cette semaine par les regains de tension entre les forces de défense et de sécurité et des groupes de jeunes lors des opérations de maintien et des rétablissements de l'ordre, les inquiétudes de l'opinion quant à une psychose sur l'asphyxie de la ville de Goma, dont les voies d'approvisionnement deviennent difficiles, aggravant ainsi les conditions de vie des populations déplacées,
La persistance de la perte du pouvoir d'achat du gain petit consécutive à la dépréciation de la monnaie nationale face à la devise étrangère. Sur les volets politiques, il a été signalé la persistance des tensions et troubles à l'ordre public consécutifs à l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant les recours en contestation des résultats des élections législatives nationales, notamment dans les provinces du Sud Kivu, du Kassai-Oriental, du Mai-Ndombe et de la Chopo. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a motivé la nécessité de mise en œuvre effective de conseils locaux pour la sécurité de proximité par le gouvernement provincial, conformément au décret numéro 13/041 du 16 septembre 2013 portant leur création, organisation et fonctionnement, ce qui favorisera les actions de prévention et recherche des solutions durables aux causes de l'insécurité. La police pourrait ainsi mieux assurer sa mission régalienne de maintien et de rétablissement de l'ordre public et de demeurer constamment à l'écoute de la population de façon à être à même de répondre à tout instant en sa demande en besoin sécuritaire. Abordant la situation des réfugiés, la République démocratique du Congo héberge, selon les statistiques de la Commission nationale pour les réfugiés, au 29 février 2024, un total de 527 221 réfugiés demandeurs d'asile, dont 523 760 réfugiés et 3 461 demandeurs d'asile. De 2022 à 2024, un effectif de 18 048 réfugiés ont été rapatriés vers le pays limitrophe et notre pays a accueilli 13 032 réfugiés congolais. Concernant le cas de réfugiés congolais, la solution durable recommandée reste le rapatriement volontaire et la réintégration dans les préalables et la signature des accords tripartites entre la République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les différents pays concernés. Dans les mêmes chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale, représentant le vice-premier ministre en mission, a brossé la situation opérationnelle du pays ainsi que les actions menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans les secteurs Sokola 1 Grand Nord et Ituri, nos forces de défense et de sécurité sont engagées contre l'activisme accru des ADF-MTM et la récurrence des incursions de groupes armés communautaires, notamment le Codeco et Zaïre en Ituri. Dans l'ouest du pays, les opérations de traque et de rétissage se poursuivent contre les insurgés Mobondo. Sur tous les fronts, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent plus que déterminées à accomplir loyalement leur mission de pacification de toutes les poches concernées à travers le territoire national. Le Conseil de ministres a aussi été informé de la tenue à Luanda, à l'initiative du président angolais, médiateur désigné de l'Union africaine, et dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi, des discussions entre les représentants des gouvernements congolais et rwandais à la suite des rencontres que le président de la République congolaise, Joao Lorenzo, a eues avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le président rwandais, Paul Kagame. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a passé en revue la conjoncture économique du pays, marquée par un ralentissement de l'inflation, une stabilité relative sur les marchés d'échange et les perspectives de croissance demeurant positives. Au sujet de l'inflation, la tendance observée aux 2 premiers mois de cette année montre que l'inflation est en repli par rapport à 2023. Le maintien de politiques économiques saines et coordonnées devra permettre de réaliser un niveau d'inflation plus faible que celui réalisé à fin 2023. Globalement, le taux d'échange est resté stable en dépit de quelques soubresauts nourris par les incertitudes internationales et leurs impacts sur les marchés. En effet, le franc congolais a enregistré une appréciation de 0,11% à l'indicatif, tandis qu'au parallèle, il a été noté une dépréciation de 0,60%, établissant le taux de change à 2758,5 francs congolais et 2767,19 francs congolais les dollars américains respectivement. Sur un autre volet, les projections indiquent un taux de croissance de 5,7% en 2024,
contre une réalisation de 7,5% en 2023 sous l'impulsion du secteur minier. Par ailleurs, la gouverneure de la Banque centrale a fait état de la hausse hebdomadaire des cours de prix de produits exportés par notre pays. En effet, au 15 mars 2024, le cours du cuivre s'est accru de 5,4%, s'établissant à 9 033 $ américains la tonne. De même, le prix du cobalt a connu une légère hausse de 0,12% pour se situer à 28 280 $ la tonne. Il y a également la hausse de 4,6% du prix du pétrole qui s'est établi à 85,8 $ le baril. Considérant les facteurs de risque interne tels que les conséquences de l'inflation importée sur l'économie nationale et la persistance de la guerre dans la partie est du pays, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé les maintiens et la mise en œuvre soutenue des mesures prises tant au niveau monétaire que budgétaire. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Situation d'insécurité et de spoliation de biens dans les parcs agro-industriels de Boukangalonzo. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a présenté aux membres du Conseil la situation d'insécurité et de spoliation des biens dans les parcs agro-industriels de Boukangalonzo. En effet, c'est depuis l'année 2022, avec les conflits ethniques entre les deux tribus Tekeyaka dans les provinces puis le Kwango, que l'insécurité règne dans cette zone du parc. À partir de janvier 2024, leurs incursions dans les parcs entraînent des homicides d'agents affectés au service minimum pour assurer la supervision et la protection du dit parc. À cette insécurité grandissante s'ajoute la présence répétée de feux de brousse qui se sont déclarés à raison de l'avancée de la brousse, causant des dégâts au niveau des serres et des sémoires ainsi qu'à celui des entrepôts où sont logés les engins agricoles et plusieurs conteneurs. Il a été aussi rapporté que les magasins centrales du parc a été cassé, plusieurs biens ont été emportés. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a motivé la nécessité pour le gouvernement d'agir rapidement afin de protéger les parcs agro-industriels de Boukangalonzo, de sécuriser ses titres, ses travailleurs ainsi que ses biens. Avec son collègue ministre de l'Agriculture qui l'a complété, ils ont suggéré au Conseil d'une part de diligenter une mission mixte sur le terrain pour une analyse approfondie de ces patrimoines de l'État, et c'est avant que le procès en cours arrive à son terme, et d'autre part, autoriser les paiements des arriérés couvrant plus de 30 mois de salaire en faveur du personnel du dit parc. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Deux notes d'information du secteur des finances. Le ministre des Finances a présenté aux membres du Conseil deux notes relevant de son secteur. La première a concerné la préparation de la 3e édition de la conférence Risque Pays transformée en Forum économique de la République démocratique du Congo, FR. À ce sujet, le ministre des Finances a indiqué que ces forums, nés de l'intérêt grandissant de partenaires publics et privés, visent à offrir une plateforme de création de consensus national sur les principaux enjeux de développement, favorisant ainsi une vision unifiée pour le progrès, assurant une appropriation collective par toutes les parties prenantes et inspirant à davantage d'actions en faveur du développement. Pour la première édition prévue le 26 et le 27 juin 2024 au Centre financier de Kinshasa, plusieurs thèmes seront abordés et qui ont été déjà préidentifiés, notamment sur la macroéconomie, les climats des affaires, l'agro-industrie, l'assainissement, ainsi que d'autres secteurs. Le ministre des Finances a sollicité la collaboration de tous les ministères pour enrichir et approfondir les thèmes proposés. Ceux concernés par les thèmes ont été priés de rejoindre le comité d'organisation en désignant les experts en vue de préparer les livrables et panels du forum. La deuxième note a porté sur le rapport relatif à la visite de la mission économique brésilienne en République démocratique du Congo du 11 au 17 mars. Cette mission a essentiellement porté sur l'identification d'opportunités de collaboration et d'investissement en République démocratique du Congo, s'inspirant du modèle intégré à forte productivité brésilien qui combine à la fois production en multiculture et transformation sur site, couplée aux infrastructures spécialement dédiées au transport de produits agricoles. En conclusion des échanges entre les parties, considérant les niveaux de productivité et le potentiel de chaque site visité, dont Kanyamakasese, Kwadi, Luputa et Kambai, une série d'actions à court terme et moyen terme ont été envisagées. Il a été convenu
la mise en place d'une task force pour l'ensemble de ces projets immédiats et le retour de la partie brésilienne dans les 15 jours afin de collecter les données supplémentaires, lancer les études requises, finaliser la structuration financière de 10 projets et formaliser au plus vite le mode de collaboration avec la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a été tour à tour complété par le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre de l'Agriculture. Le Conseil a pris acte de ces 2 notes d'information. Mécanisme innovant des financements de projets de jeunes et des femmes par le FOGEC-FPI. Le ministre de l'Industrie a informé le Conseil de la signature du protocole d'accord signé le 18 mars 2024 entre le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat FOGEC et le Fonds de promotion de l'industrie. Ces textes fixent le mécanisme des financements de projets portés par les jeunes et les femmes entrepreneurs en quête de financement, entre autres, la prise en charge de la garantie ou de l'hypothèque par le FOGEC pour les financements sollicités par catégorie sociale. Le ministre de l'Industrie a sollicité un appui financier du gouvernement à cette initiative, a étalé sur 26 mois aux fins de les affecter de façon cyclique dans chaque province, ce qui va permettre de financer 50 à 100 jeunes innovateurs par mois et dans chaque province. Cette approche volontariste, inspirée de nos réalités sociétales, est en phase avec le plan d'action du président de la République, chef de l'État, décliné en 6 engagements, dont la création d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il a été complété par les ministres de l'entrepreneuriat et PME. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. 2 notes relatives au secteur de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'entrepreneuriat et PME a présenté au Conseil 2 notes d'information relevant de son secteur. Les premiers s'est rapporté à l'organisation du premier salon de l'entrepreneuriat féminin, ces assises qui offriront aux femmes un espace de réflexion, d'inspiration, d'échange et d'information, afin de donner vie aux projets des femmes, de détecter toutes les futures tendances d'opportunités d'affaires pour créer la communauté de celles qui écrivent l'avenir d'une société plus innovante, sociale et responsable. La deuxième note a concerné la requête pour la mise en place en République démocratique du Congo de l'initiative Regional Entrepreneurship Innovation and Advice, EINA, de la Banque africaine de développement. Les ministres des PME ont insisté sur la nécessité de saisir cette réelle opportunité pour appuyer le gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes d'appui à l'entrepreneuriat et au développement de très petites et moyennes entreprises. Il a requis l'autorisation du gouvernement afin de solliciter l'appui de la BAD pour l'implémentation de cette initiative dans notre pays, l'objectif étant d'assurer la promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois tels que voulus par le président de la République. Le Conseil a pris acte de ces 2 notes d'information. Évolution du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Le ministre des Affaires sociales a présenté les résultats intermédiaires atteints dans la mise en œuvre de ces projets qui combinent à la sortie des enfants des mines et sites miniers artisanaux de cobalt, à la reconversion économique dans l'agro-business des parents et des jeunes structurés en coopératives agricoles. Le but est d'offrir une alternative qui devra contribuer à la diversification de l'économie locale afin d'offrir les possibilités d'insertion socio-professionnelle à la population. Il a par ailleurs informé les conseils de la structuration de près de 1250 coopératives agricoles des parents et des jeunes dans chaque maillon de la chaîne de valeur agricole et qui visent l'autonomisation socio-économique des ménages en vue de poursuivre la prise en charge sociale des enfants sortis de mines et sites miniers artisanaux de cobalt. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Dernier point au chapitre de points d'information, protection du patrimoine culturel et archéologique des Dimba dans la province du Congo central. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a informé les conseils de conclusion du rapport des différentes missions de prospection effectuées dans les Congo central dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation de l'UNESCO relative à l'actualisation de la liste indicative de biens culturels de notre pays, dans les grottes des Dimba et des Lovo dans les territoires de Mbanzangungu. Les experts de son ministère indiquent que l'exploitation du calcaire par les industriels
les constructions anarchiques et les projets des grands travaux qui n'impliquent pas l'expertise de professionnels de la culture menacent l'avenir de ces vestiges et de surcroît notre histoire culturelle. D'où la nécessité pour le gouvernement de protéger ces sites par des mesures fortes visant à les sauvegarder, les valoriser, les classer et à les proclamer comme patrimoine national en vue de leur inscription comme patrimoine universel. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a annoncé l'organisation d'un atelier d'actualisation de cette liste indicative en vue de constituer les dossiers de candidature tant attendus par l'UNESCO. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 129e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 15 mars 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte, projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 28 mars 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. Commencé à 15h05, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h33. Je vous remercie.